Soudure, par Quentin Clément. Chapitre 5. Le piège du prédateur. Tu voulais me voir, Harold ? Demanda Sergei Rogers d'une voix déclinante. Le prétendant au trône vint s'asseoir à côté de son père, sous l'œil attentif de deux guerriers de la garde personnelle du chef de guerre, qui n'avaient pas plus confiance en ses enfants que Sergei lui-même. J'ai envoyé des messagers au groupe de pillards pour leur donner un point de rendez-vous et préparer l'attaque sur la troupe de Feuerstein. Nous n'avons pas encore trouvé où ils se retranchent. Cela fait plus de 2 jours que Danny t'a apporté la bannière et tu n'as toujours pas plus d'informations ? Le chef fit mine de se redresser dans son siège, mais retomba vite, accablé par le poids de son corps qui mincissait chaque jour où il combattait la maladie. Harold ne s'empêcha pas de sourire. À l'époque où il était enfant, son père serait entré dans une colère noire et l'aurait sévèrement corrigé pour une telle nouvelle. Mais aujourd'hui, ce grand homme n'était plus que l'ombre de ce qu'il avait été, et Harold n'avait plus aucune raison de le craindre. Vieillard faible et sénile. Ne vous en faites pas, père. Charbonnage a cassé le statu quo et nous allons leur faire payer au prix fort. Ils pensent que Soudure est affaibli parce que son chef de guerre est dans un pitoyable état, mais je compte bien leur montrer que la relève est bien présente. Je sais que tu n'es pas ici pour me faire la conversation, reprit le père sans chercher à feindre quelconque amour entre lui et son fils. Tu veux quoi exactement? Père, je pense que Regan devrait mener l'assaut. Elle est molle et ses idéaux le sont aussi. Elle a passé trop de temps entre nos murs à fréquenter des esclaves et des marchands. Il est temps de lui faire voir la guerre, de lui faire comprendre l'importance de mettre nos guerriers sur un plan supérieur. L'ancien sourit narquoisement, loin d'être dupe. Il connaissait trop bien son fils qui lui ressemblait tant. N'essaye pas de me manipuler, gamin. Tu n'as jamais voulu le bien de ta sœur, mais t'as vu que tu espères juste qu'elle va se faire tuer au combat. Harold ne répondit pas. Les deux hommes se regardèrent avec franchise pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. « Très bien, reprit le père. C'est elle qui mènera l'assaut. Il faut l'endurcir. Mais as-tu réfléchi à ce que tu feras si elle remporte la victoire ?» Harold ricana. « C'est pas elle qui gagnera la bataille, c'est nos guerriers. Elle leur aura juste prouvé un manque de poigne et personne ne voudra plus la suivre. » Mais le chef de guerre connaissait sa fille aussi bien qu'il connaissait son fils. « C'est un plan risqué. Ta sœur a de ressources que tu n'as jamais voulu voir, mais c'est à toi d'en décider. De toute façon, lorsque Soudure devra en payer les conséquences, je ne serai plus là. » Harold haussa les épaules. « J'ai votre approbation ? » ?»« Ouais, tu l'as. Dégage maintenant. » Morgan était couché sur le dos. Emma, nue à côté de lui, n'osait pas se blottir contre son corps. Elle sentait que le client n'était toujours pas prêt pour ce genre de contact, d'autant qu'une chose semblait l'avoir chamboulé pendant sa tournée de récolte d'impôts. Elle tenta une approche amicale. Il s'était déjà confié à elle par le passé. Elle pensait qu'il pourrait le refaire. « Alors, parle-moi de ta première mission. Ça a dû être quelque chose. » Morgan se renfrogna immédiatement. « On a récolté l'impôt, c'est tout. On a trouvé des signes qu'un leader de charbonnage était dans le coin et Harold lève une force. » Elle sentait qu'il lui cachait quelque chose. Cette histoire d'attaque de charbonnage, tout le monde en avait déjà entendu parler à Soudure. Il n'y avait aucune raison que ce sujet soit cause de malaise. Elle fit mine de le croire. Son travail ne consistait pas à mettre ses clients mal à l'aise, mais bien à les détendre. Et pour ça, elle connaissait 2 moyens qui allaient souvent de pair. Le sexe et la flatterie. Elle joua cette seconde carte. De toute façon, quand tu auras intégré les pillards, tu auras de vraies histoires à raconter quand tu reviendras me voir. Il n'y a plus rien qui t'arrêtera. Il sembla effectivement se calmer. Pourtant, son air sombre ne se dissipa pas. Je ne crois pas que je rejoindrai les pillards. C'est pas fait pour moi. Je vais rester garde. Elle se redressa d'un coup sec, un large sourire ne cachant pas que cette nouvelle l'enchantait réellement. C'est bien, tu risqueras moins de te faire tuer comme ça. Morgan l'observa brièvement, n'étant pas certain de comprendre la raison de cette joie si soudaine. L'espace d'un instant, il se laissa aller à penser qu'elle n'était pas juste rassurée de savoir que son plus fidèle client, son seul client fidèle en fait, n'allait que rarement quitter la ville. Pendant quelques secondes, cette idée lui plut, mais il n'y crut pas plus longtemps. De plus, rester garde était un pas en arrière dans sa quête pour retrouver Karl. « Faudra encore que je survive au combat qui se prépare, » répondit-il en reprenant son ton sombre. « Regan va prendre les commandes et on va marcher sur les pillards menés par Feuerstein. »
Ça va être dangereux, souffla la prostituée. L'autre se redressa et commença à se revêtir. Je compte pas crever, ni pour Regan, ni pour Harold et encore moins pour Soudure. T'en fais pas, tu perdras pas tes paiements. Elle s'assit en face de lui, sans perdre son sourire. Y a pas que ça, mes autres clients n'ont pas des histoires aussi passionnantes. Elle posa sur lui un regard sincère, des yeux brillants d'amitié. Devant les yeux de Morgan s'imposa l'image de la fille de ferme qu'il avait égorgée. Le souvenir de Clash qui entrait dans la demeure pour violer le petit cadavre ensanglanté au vu et su de ses parents. La honte, et toujours cette sensation de nausée. Il se releva en vitesse. Je dois retourner au quartier des guerriers, on m'attend. Et il quitta de chez Irma en vitesse, sans laisser à Emma le temps de lui adresser un au revoir. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis qu'Harold avait fait passer la nouvelle que Regan mènerait l'assaut sur Feuerstein. Morgan avait gardé une oreille attentive dans les couloirs du quartier des guerriers, là où quelques langues se déliaient pour dire qu'il était temps qu'on donne à la fille de Sergei une chance de faire ses preuves. La plupart des combattants critiquaient ce choix. Des remarques telles que « la bouche d'une femme est faite pour sucer des bites, pas pour donner des ordres » se faisaient régulièrement entendre, et Morgan était persuadé que Regan avait déjà sous les yeux une liste précise de tous les guerriers ayant répété cet argument contre elle. Une atmosphère plus lourde pesait sur les gardes et les patrouilleurs depuis cette annonce. D'une part, le débat sur la place de Regan provoquait des désaccords qui parfois tournaient à l'empoignade entre guerriers, et d'autre part, l'inexpérience de terrain de la fille de Sergei signifiait que les chances de survie une fois sur le front venaient de drastiquement diminuer. Et quand on combattait une troupe menée par un Feuerstein, mieux valait ne pas perdre la moindre chance. Sans le charisme de leur leader Harold pour les mener et leur donner confiance, beaucoup de guerriers commençaient sincèrement à penser qu'ils ne rentreraient pas vivants de l'expédition. Évidemment, le fils de Sergei comptait bien là-dessus. Montrer que Regan était un symbole de désespoir et de défaite devait l'empêcher de trouver des partisans. Morgan commençait à voir que, contrairement à ce qu'Harold répétait sans cesse, il se méfiait de sa sœur et craignait qu'elle ne réussisse à prendre le pouvoir à la mort de leur père. Pour point serré, si les efforts entrepris par le chef des guerriers pour entacher la réputation de sa sœur étaient proportionnels à son inquiétude, alors il devait être terrifié. Incapable de trouver le sommeil, Morgan laissa ses rêveries de côté. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, probablement comme beaucoup d'autres guerriers. Le jour J était arrivé. Les patrouilleurs et une bonne partie de la garde avaient reçu l'ordre de s'équiper dès l'aube et de partir immédiatement. Et le soleil allait bientôt se lever. Une boule au ventre lui faisant subir un véritable supplice, Poincaré quitta sa couche et s'approcha de la fenêtre de sa chambre qui donnait droit sur la grande cour du quartier des guerriers. Plusieurs hommes étaient déjà debout, ou ne s'étaient pas encore couchés, eux aussi incapables de trouver le sommeil la veille de leur mort. Si certains discutaient entre eux calmement, d'autres vérifiaient leur équipement, s'assurant que leurs plaques de protection étaient bien attachées, démontant des armes à feu pour être certains de leur bon fonctionnement, ou affûtant des lames de couteau ou d'autres objets terrifiants. Bientôt, ce serait avec ce genre d'outils que Morgan allait faire hurler de douleur ceux que tout le monde appelait les salopards de charbonnage. Il se demandait si les salopards de soudure valaient vraiment mieux. Il se demandait aussi quelles horreurs il allait voir et faire subir une fois la guerre. Car cette expédition n'allait être que le début de l'affrontement, et les semaines qui allaient suivre verraient beaucoup de sang couler. Cela n'allait pas être un simple combat pour tuer quelqu'un qui veut votre peau ou vos bottes, ni une expédition punitive cherchant la vengeance. Non, cette fois il allait voir la guerre, la vraie. Le genre d'expérience qui rend les hommes totalement fous. Le genre d'expérience qui rend les hommes insensibles à l'égorgement d'une gamine. Il vit finalement les premières lueurs de l'aube. Il aurait tout donné pour que la nuit dure encore un peu plus longtemps. Le son d'une trompette éclata dans le baraquement, suivi par les voix caverneuses ordonnant à tous les guerriers de se lever pour aller botter le cul de charbonnage. « Je veux tout le monde dans la cour dans 10 minutes !» continua la voix de Regan. « On pètera la main droite des retardataires, ça vous empêchera de perdre votre temps à vous branler !» La jeune femme annonçait la couleur. Morgan n'avait jamais entendu Harold se montrer menaçant de cette façon avec des guerriers. Mais contrairement à son frère, la fille de Sergei n'avait la loyauté que de peu d'entre eux. Il allait falloir qu'elle obtienne leur respect, ce qui allait prendre du temps. En attendant qu'elle le gagne, elle l'imposerait. Poincaré était déjà prêt depuis longtemps. Sans attendre, il rejoignit la cour où on le dirigea vers un homme qui distribuait des armes. La plupart des gardes et même des patrouilleurs portaient un couteau de chasse ou même un poing américain, mais pour aller à la guerre, c'était insuffisant. Machette dentelée, batte hérissée de fils barbelés, longue masse à la tête taillée en petites pointes semblables à celles d'un attendrisseur à viande, le tout toujours tacheté d'anciennes traces de sang séché.
L'homme tendit à point serré ce qu'il devinait être un pied de table, fendu au bout pour y encastrer la lame rouillée d'une ancienne scie circulaire pour en faire une sorte de hache à l'allure effrayante. L'objet était lourd et peu équilibré. « Où sont les armes à feu » demanda Morgan. « Dans les mains des vétérans » répondit l'armurier d'un ton impatient. « Maintenant dégage !» Morgan se retourna et laissa sa place au suivant. Le fait que les armes à feu étaient réservées aux guerriers ayant déjà fait leurs preuves confirma ce qu'il avait conclu lors de son arrivée, face à son comité d'accueil. Celles qui étaient fonctionnelles, ou leurs munitions, se faisaient rares, et Soudure n'en possédait que très peu. « Point serré !» l'appela une voix. Il se retourna et aperçut Ferry avec le reste de son groupe, qui lui faisait signe d'approcher. Il alla vers eux, non sans être surpris de les voir. « Vous êtes déjà rentrés » demanda-t-il sans feindre la moindre sympathie. « La patrouille a été rappelée » expliqua le chef. « De toute façon, on a trouvé que des fermes où Feuerstein était déjà passé. Plus rien à récolter ou presque, ça valait pas la peine de continuer. Par contre, vu que j'ai pas encore pu faire mon rapport à Harold, tu es toujours dans mon équipe jusqu'à nouvel ordre. » Ferry semblait autant enchanté par cette nouvelle que Morgan lui-même. Point serré remarqua que derrière le chef de patrouille, Clash le fixait de son regard profond et agressif. « Écoute, continua Xavier, je sais qu'on a des désaccords, mais là, on va se battre pour du bon, avec des gars entraînés de charbonnage. Je dois vraiment savoir que tu suivras les ordres et que je peux compter sur toi. »« Évidemment qu'on peut pas compter sur lui, » intervint Clash. « Il a pas de couilles et c'est qu'une merde de pisse-froid. » Morgan se tourna vers le jeune chien dominant qui cherchait à mordre. « Je préfère que ce soit froid quand je pisse plutôt que ça brûle à cause de la ch'touille, » répondit-il calmement. « Ouais, ben continue de baiser la poufiasse de Ronald et tu finiras par l'attraper, la ch'touille, » reprit Clash en accompagnant ses paroles d'un déhanché provocateur. « Allez, ça suffit !» intervint Ferry alors que Regan rejoignait ses guerriers de la cour. « Notre meneuse est arrivée. »« Ça, une meneuse !» cracha Clash. « À peine bonne à sucer des queues. »« C'est l'enfant de Sergei, au même titre qu'Harold, » le reprit le chef de patrouille. « Si le chef de guerre dit qu'elle donne les ordres, tu ferais mieux d'obéir. Ou alors tu veux toi-même aller dire à Sergei Rogers que tu trouves que ses ordres sont débiles ?» Le jeune haussa les épaules. « J'ai pas peur de ce vieux malade, ça fait des années qu'il aurait eu un couteau dans la nuque s'il n'était pas aussi bien planqué derrière sa garde personnelle. Quand Harold aura pris le pouvoir, là on aura un vrai chef. Ne sois pas aussi certain que c'est lui qui prendra la place. » Morgan tiqua, ce sous-entendu de Ferry. Le chef de patrouille faisait-il partie des fidèles de Regan? Si tel était le cas, si elle avait réellement quelques gradés dans ses rangs, cela confirmait encore les soupçons qu'il avait depuis longtemps. Le réseau de la cadette des Rogers était plus étendu qu'on l'imaginait. Harold dominait Soudure d'une main de fer, mais c'était Regan qui tirait toutes les ficelles. La femme le coupa dans ses pensées en prenant la parole, alors que toute l'attention commençait déjà à se focaliser sur elle. « Si vous vous attendez à un discours galvanisant, allez crever ailleurs !» lança-t-elle d'une voix forte et assurée. « J'ai pas besoin de gosses qui chouinent pour être rassuré et je suis pas votre putain de mère. Notre rendez-vous avec le groupe de pillards est à 5 heures de route, alors tous en voiture. Ceux qui me feront attendre feront le trajet tiré par une chaîne attachée à mon putain de pare-choc, c'est clair ?» La foule se mit immédiatement en mouvement. « Je lui ferai bien autre chose à son pare-choc, » souffla Clash. « Va lui dire en face et tu verras ce qu'elle fait au tien, » répondit Ferry avec un sourire. « Allez, on perd pas de temps, tous en voiture, go !» Morgan observa les guerriers avancer en vitesse vers leur véhicule. Personne ne semblait heureux d'être sous les ordres de Regan. Pourtant, on obéissait sans trop poser de questions. Et surtout, sans lui dire à elle le problème qu'elle posait. C'était la fille de Sergei, et ils avaient reçu l'ordre de lui obéir, alors ils le faisaient. Morgan se demanda si ces guerriers ne vivaient pas, eux aussi, dans la même servitude que les esclaves, à la différence que leur liberté ne leur avait pas été arrachée, mais qu'ils l'avaient troquée contre quelques privilèges. « Je monte dans quelle voiture ?» demanda-t-il à Ferry qui s'éloignait. Le chef lui répondit sans s'arrêter, sans même se retourner vers lui. « J'en ai rien à foutre tant que c'est pas dans la même que moi !» Morgan soupira. Entre Xavier, Ferry et Clash, le ton était donné. Point serré était monté dans une des voitures de transport, celle qui n'était pas décorée de piques et équipée pour le combat, mais juste pour déplacer un plus grand nombre de guerriers à la fois. C'était une petite camionnette couverte de rouille, dans laquelle 7 combattants voyageaient collés les uns aux autres pour un inconfortable trajet de 5 heures. Ils bifurquèrent assez vite pour sortir de la route et s'enfoncer en ligne droite dans le désert, suivant la voiture de tête pilotée par Regan. Serrés les uns contre les autres, les guerriers restaient silencieux. Tant par l'appréhension de la bataille à venir que parce que parler signifiait prendre le risque d'avaler le sable jeté dans l'habitacle par le vent, tous préféraient se taire. De toute façon, aucun des hommes qui accompagnaient Point serré n'était d'humeur à faire la conversation. Après un long moment,
Les voitures ralentirent, laissant Regan continuer, seul, de s'enfoncer dans le désert. Lorsque le véhicule fut totalement à l'arrêt, Morgan retira son masque protecteur, le secoua pour en retirer tout le sable, imité par ses camarades dont plusieurs furent pris d'une violente quinte de toux avant de cracher un mélange de boue et de morve sur le sol de la voiture. « Pourquoi on s'arrête » demanda-t-il. « Tu crois que les pillards vont faire quoi s'ils voient un convoi foncer sur eux alors qu'ils sont en état d'alerte » demanda rhétoriquement un patrouilleur. « Ces connards camés jusqu'aux yeux vont juste tirer les premiers. C'est arrangé avec eux. D'abord une voiture arrive seule avec Regan. Ensuite, ne surtout pas flinguer le convoi qui la suit. Parce que c'est nous. » Depuis son arrivée à Soudure, on avait dressé à Morgan un portrait très inquiétant de ces fameux pillards. Tout le monde s'accordait sur une chose. Ils faisaient peur, même aux autres guerriers. Il hésita un instant avant de poser la question. « Ils sont comment, les pillards ?» L'autre releva sur lui un regard grave. « Ils sont efficaces dans ce qu'ils font. Pour tout le reste, surtout, ne te fie pas à eux. » Un quart d'heure passa. Les patrouilleurs et les gardes envoyés sur le front en profitèrent pour sortir des voitures, s'étirer et faire quelques pas pour se dégourdir les jambes. Morgan aperçut Lucas, appuyé contre le capot d'un véhicule, discutant avec d'autres guerriers en renvoyant des regards méfiants autour de lui. Il s'étonna que le chien de garde de Regan n'ait pas suivi sa maîtresse au camp des pillards, mais en comprit la raison lorsque le blond quitta sa pose pour hurler à l'attention de tout le monde. « On reprend la route, tous en bagnole et grouillez-vous, putain !» Morgan ne s'était pas trop éloigné du groupe de Ferry. Après tout, il en faisait toujours partie. Il entendit Clash grogner. « Il se prend pour qui, celui-là » Mais Xavier le reprit de voler. « Tu commences à faire chier, putain. Arrête de râler sur ceux qui commandent. Quand tu seras un pillard, la moindre remarque du genre sur ton chef de groupe et tu te feras défoncer le crâne à coups de marteau. » Ouais, ben j'apprendrai à fermer ma gueule ce jour-là. La conversation continua, plus animée, mais Morgan n'y prêta pas plus attention. Avec de la chance, ils vont tous les deux crever d'ici quelques heures. Les voitures reprirent la route jusqu'à arriver en vue du vaste camp avancé monté par les pillards. Cachés entre les ruines d'anciens bâtiments de béton se dressaient de hautes tentes aux couleurs du sable. Les grains du désert recouvraient ce qu'il restait des vestiges d'une ancienne époque qu'on disait plus civilisée. Moins sauvage, tout au mieux, pensait Morgan. Mais un jour, tout finirait de toute façon recouvert de sable, noyé par le désert des terres désolées. Lorsque plus rien ne subsisterait des glorieuses constructions d'autrefois, certains prophétisaient que l'homme reviendrait à l'état sauvage, semblable à l'animal qu'il avait toujours été. Le monde s'en porterait-il plus mal? Le camp était gigantesque, la taille d'un village où 300 de tentes voyaient circuler plus de 100 guerriers à l'air mauvais. La plupart étaient tatoués et portaient des ossements de haine narines ou des sourcils en guise de piercing, et observaient leur renfort arriver avec le plus grand mépris. Poincaré commença immédiatement à chercher du regard un chauve balafré. Mais beaucoup de ces guerriers portaient une cagoule masquant leur visage. On lui expliquerait plus tard qu'il s'agissait d'une tradition. Les hommes étaient plus libres de se laisser aller à leurs plus bas instincts sous l'anonymat d'un visage caché. Or, faire ce qu'il y avait de pire, c'était justement ce qui était attendu des pillards d'Harold. Les voitures s'arrêtèrent près de celles de Regan alors que, sans prêter plus d'attention aux nouveaux arrivants, les pillards retournèrent vaquer à leurs occupations. La fille de Rogers accueillit la troupe d'un ton sombre. « On n'est pas vraiment les bienvenus. Je dois voir les différents groupes pour avoir les rapports de leurs éclaireurs. Trouvez-vous un endroit relax, c'est peut-être le dernier bon moment de votre courte vie. » Lucas la rejoignit et ils s'enfoncèrent dans le vaste camp. Très vite, plusieurs groupes se formèrent sous les yeux de Morgan qui n'avait aucune envie de rester avec Ferry et sa bande. Une main se posa sur son épaule. Il se retourna et vit deux hommes souriants portant des vestes de cuir de garde. « Viens picoler avec nous, Poincaré !» Leur visage ne lui était pas inconnu. Il avait dû déjà les croiser à Soudure, mais aurait été bien incapable de se rappeler leur nom. « J'ai pas la tête à me saouler, » répondit-il alors qu'il restait focalisé sur son objectif. Il était exactement là où il voulait. La majorité des pillards d'Harold étaient ici. Il avait enfin une vraie chance de mettre la main sur Karl. C'était plus important que d'aller boire un verre avec deux guerriers. « Il paraît que tu vas te faire virer des patrouilleurs, » insista l'autre. « C'est pas le bon moment pour prendre de haut des gars qui te tendent la main. » Morgan hésita un instant. C'était vrai. Une fois cette histoire terminée, il devrait encore survivre à Soudure et, même s'il en avait plus que marre de cette tête de nœud qui se faisait appeler des guerriers, il avait bien besoin d'alliés. Et d'un verre aussi, finalement. « Ok, je vous suis. » Les deux hommes rirent et le tirèrent vers l'intérieur du camp. La traversée des premières tentes fut bruyante. Des voitures aux moteurs hurlant alors que leurs propriétaires se vantaient de la puissance de leur engin. Des tentes servant de véritables bars qui passaient toujours cette musique heavy metal si chère aux guerriers de Soudure.
d'autres faisant office de salle de jeu, où des pillards s'adonnaient au lancer de couteau ou au bras de fer, pendant que d'autres sniffaient une sorte de poudre rouge avant de jeter des regards agressifs aux passants. Il y en avait aussi plusieurs qui étaient fermés. En avançant dans le dédale de ruelles de ce petit village où la musique était incessante et changeait selon que l'on s'approchait ou s'éloignait de telle ou telle taverne de fortune, Morgan aperçut l'intérieur de l'une d'entre elles, et y vit des femmes, probablement des butins de pillage, dénudées et enchaînées, attendant la prochaine passe sans qu'un proxénète ou même un garde de surveille nous fasse payer une entrée. Morgan n'était pas certain qu'elle reverrait une ville avant de mourir, que ce soit sous les coups d'une brute ou simplement de faim et de soif. Cette vision l'écœura. L'un des gardes qui l'accompagnait lui donna un coup de coude amical, le sortant de sa torpeur. Il lui désigna un barou, assis à une table, un guerrier jouait à planter et retirait un couteau ensanglanté d'un siège, le cadavre d'un homme égorgé depuis peu gisant à ses pieds sans que personne ne s'en soucie. « Ces gars-là sont pas nets, » chuchota le garde à l'attention de Morgan. « Mais s'ils voient qu'ils te dérangent et que ça les vexe, tu vas finir enchaîné dans une tente. C'est aussi pour ça que tu dois éviter de rester seul. » Poinserré hocha doucement la tête. « Ouais, j'ai compris le message. »« Bien, » reprit l'autre en lui tapant l'épaule. « On va trouver un endroit pas trop craignos où attendre les ordres. »« J'ai besoin d'un remontant, » intervint le deuxième garde. « La route a été longue. » Morgan suivit ses deux comparses jusqu'à une tente moins bruyante que les autres, où quelques non-pillards avaient déjà eu du domicile autour de Verdegnole. Le trio prit place. Une jeune fille s'approcha d'eux. Elle devait avoir une quinzaine d'années, et marchait le regard collé au sol. Son visage était celui d'une enfant, marqué d'un œil au beurre noir et d'une lèvre tuméfiée, les yeux rougis d'une pauvresse qui venait de pleurer. Elle approcha de la table et s'adressa aux arrivants d'une voix timide et effrayée, toute recroquevillée dans ses faibles épaules. « Je suis là pour vous servir. Mais comme vous n'êtes pas pillard, on m'a dit que vous deviez payer pour boire. » Les trois hommes se regardèrent, impuissants. « Amène-moi 3 verres de gnôle, » commanda l'un des gardes. « Tu auras un pourboire. » Mais l'enfant se crispa et répondit d'une voix tremblotante. « S'il vous plaît, non, pas de pourboire, ou ils vont s'énerver. Je reviens avec vos boissons. » Et la jeune fille partit, laissant Morgan et ses deux compagnons seuls. « Au fait, moi c'est Nelson, » se présenta l'un des deux comme pour atténuer la triste scène. « Et moi j'ai un prénom à la con, alors tout le monde m'appelle Berne. » La serveuse revint avec 3 verres qu'elle posa devant ses clients alors que Nelson avait payé sa tournée, puis disparut en vitesse. « Et quoi, Poinserré, comment ça se fait que tu t'es fait virer du groupe de Ferry ?» Morgan hésita avant de répondre. Le visage ensanglanté de cette fillette s'imposa à lui, lui nouant l'estomac. Il s'envoya le verre de gnôle en vitesse, espérant que les vapeurs du puissant alcool feraient disparaître ce souvenir aussi douloureux et honteux. « Parce que c'est un trou du cul !» répondit-il dans une demi-toux due à la brûlure de la boisson. « C'est pas une réponse, ça !» fit remarquer Berne. « Non, en effet !» acquiesça Poinserré, faisant comprendre qu'il ne voulait pas s'éterniser sur le sujet. 1 heure passa. Les quelques verres de gnôle ingurgités rendant Nelson et Berne de plus en plus sympathiques aux yeux de Morgan. Poinserré conservait tout de même sa réserve. Il avait bien compris que dans le milieu des guerriers, on croisait plus de salauds que de braves types, et que ce n'était pas en picolant 1 heure avec 2 inconnus qu'ils pouvaient se faire une opinion à leur sujet. Ils étaient gardes. La veille, ils avaient peut-être passé à tabac un pauvre air qui les avait regardés de travers. Et ça, Morgan ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. « La fête est finie, les gars !» trancha Berne en faisant un signe de tête en direction de l'entrée de la tente. Morgan se tourna pour voir la raison de cette remarque bien pessimiste et vit Regan qui avançait droit sur eux. « Poinserré !» appela-t-elle d'un ton autoritaire une fois à leur hauteur. « Quoi ?» demanda-t-il. « Les éclaireurs pillards n'ont aucune idée d'où se planquent les gars de Feuerstein. Selon eux, c'est dans les ruines de cette ville le meilleur endroit où rester pour avoir un accès rapide et facile aux fermes du coin, mais ils n'ont pas encore trouvé leur camp. » « Et en quoi ça me concerne ?» répondit-il avec insolence. Il n'avait pas oublié qu'officiellement, lui et la fille de Sergueï se haïssaient, et il se demandait d'ailleurs pourquoi elle venait lui faire ce rapport à lui. « Je pars en éclaireur, j'ai besoin de quelqu'un qui a vécu à l'extérieur pour servir de guide. »« Ok, mais je connais pas du tout cette région. » Cette fois, l'opposition de Morgan était sincère. Il n'allait vraiment être d'aucune utilité et il le savait. « Alors disons que tu vas venir simplement parce que je t'en donne le putain d'ordre !» claqua Regan avant de faire volte-face et de quitter les lieux sans laisser le temps aux patrouilleurs de contester une nouvelle fois. Le bar entier observait la scène. Morgan comprit alors le but de la manœuvre. Il était sous les ordres de la fille de Sergueï, mais cela tout le monde l'ignorait. Elle savait qu'en lui donnant un ordre stupide auquel il allait forcément obéir publiquement, elle se plaçait implicitement en chef. Il n'aimait pas cette manigance faite à ses dépens, mais se leva en lançant un regard dépité aux autres gardes et rejoignit la femme à l'extérieur.
T'aurais pu faire ça moins publiquement, reprocha-t-il immédiatement à Regan. T'aurais pu me suivre directement aussi, rétorqua-t-elle. Morgan ne répondit pas tout de suite. Allait-elle vraiment réussir à lui faire croire que cette scène, c'était de sa faute à lui? J'étais sérieux, reprit-il finalement. Je vais vraiment pas être utile comme guide dans la région. Avant de répondre, Regan observa les alentours en vitesse et s'approcha de poing serré, afin qu'il l'entende même si elle parlait à ton plus bas. Je pars avec un éclaireur pillard. Tu verras, il est pas du genre causant. Morgan jeta un œil derrière lui et observa une seconde Bern et Nelson. Pas du genre causant, hein, je vais pas te mentir, ça me dérange pas. Non, je veux dire qu'il serait plutôt du genre à me foutre une lame dans la gorge. Lucas peut pas m'accompagner et j'ai besoin de quelqu'un qui couvre mes arrières. Morgan hocha la tête. Et tu ne peux pas demander à quelqu'un qui t'est ouvertement loyal car ça donnerait l'impression que tu as peur d'eux. Elle lui lança un sourire narquois. Déjà, j'ai pas peur d'eux, et ça, ils le verront assez vite. C'est toi qui dois venir parce que tu fais partie de mon plan, c'est tout. Une fois de plus, elle se retourna sans laisser à Morgan le temps de répondre et prit le chemin de la sortie du camp. Poing serré la suivit jusqu'à l'éclaireur pillard. Un homme gigantesque, il devait faire une tête de plus que Morgan, portant un veston de cuir noir, laissant visibles ses bras dénudés, couverts de cicatrices, et d'un tatouage représentant une créature hallucinante, aux allures de serpent enroulé autour de ses impressionnants biceps, et parcouru de pièces mécaniques semblant faire fonctionner un moteur de voiture donnant vie à l'animal. Malgré la cagoule noire qui camouflait tout son visage, Poing serré pouvait sentir le regard de l'homme le toiser, une lueur malsaine dans l'œil. C'étaient les yeux d'un homme espérant la confrontation. Morgan comprit qu'effectivement, cela ne valait pas la peine d'essayer de sympathiser avec lui. Mieux valait faire comme lui, et ne pas être du genre causant. « Bien, en avant !» ordonna Regan. Le trio marcha près d'une heure dans un silence de mort, attentif au moindre signe de mouvement, au moindre bruit suspect pouvant signaler une présence ennemie. Ils s'enfonçaient de plus en plus dans les ruines de l'ancienne civilisation, cernés par de hautes tours en ruine, des véhicules désossés par des récupérateurs depuis des années et des appareils étranges sortant du sol, dont on avait oublié l'utilité depuis bien longtemps. « On s'arrête ici » ordonna Regan. Alors que Morgan cessait la marche, le pillard continua sans prêter attention aux ordres. « On s'arrête » répéta la fille de Sergueï avec plus de fermeté. L'autre fit volte-face pour se mettre face à la femme qui s'adressait à lui. « Tu t'appelles comment déjà ? Karl, c'est bien ça ?» Karl. Était-ce vraiment lui? Morgan serra les dents et les poings alors que son visage se fermait. Le pillard retira sa cagoule, dévoilant le crâne chauve et la cicatrice qu'on avait déjà décrit plusieurs fois à Morgan. C'était lui. C'était vraiment lui. Regan fit quelques pas pour se mettre entre les deux guerriers et pointa Poing serré du doigt. « Tu sais qui c'est, lui ?» Karl cracha au sol en signe d'irrespect. « Ouais, je sais qui c'est. T'as échoué à le faire crever dans l'arène et maintenant elle joue les durs avec sa petite veste en cuir. »« Précisément, » répondit Regan. « Alors bute-le-moi et t'auras 2 kilos de boulons. » Morgan tressaillit. Quel coup tordu la femme venait-elle de lui faire en douce? Payer Karl pour le tuer? L'autre avançait vers lui, un sourire carnassier déformant son visage. Éclater le crâne de ce petit con qui va raconter qu'il veut devenir pillard? Avec plaisir. Karl sortit une barre de fer qu'il dissimulait dans son dos et la montra à Morgan. Alors, on se la joue comme des hommes ou comme des lâches? Mais Poing serré n'avait pas peur. Il revoyait en boucle l'image de Boiteux. Il n'avait pas cessé de penser à son ami depuis qu'il avait été forcé de le tuer. Il avait attendu ce moment et maintenant, il avait enfin une chance de massacrer le fils de pute qui avait fait ça. Ce n'était pas de la colère qu'il ressentait, mais une immense peine pour l'animal blessé à qui il avait dû dire adieu, et une haine sans borne pour la créature inhumaine qui se dressait devant lui. Son cœur se mit à battre beaucoup plus fort jusque dans ses tempes. Une boule de rage monta de son ventre jusque dans sa gorge. Il sentait ses mains trembler sous la forte dose d'adrénaline qui prenait doucement possession de tout son corps. Il allait tuer cet enfoiré. Il y était déterminé. Quoi qu'il arrive, Karl ne ferait plus jamais de mal à un animal. Poing serré jeta son pied de table à lame de scie au sol et se mit en garde. L'autre l'imita. Les deux hommes avancèrent l'un vers l'autre. Aucun des deux n'avait peur. Morgan n'envisageait pas une seconde la défaite. Pour Boiteux, il ne faillirait pas et tuerait cet enfoiré, peu en importerait le prix. Quant à Karl, il lui était impossible d'imaginer être tué par un être aussi insignifiant que Poing serré. Un mort de plus dont il ne se souviendrait même pas dans quelques semaines. À peine une ombre dans sa vie de meurtre. Le colosse frappa le premier.
Une attaque d'une vitesse et d'une force qui prit Morgan totalement au dépourvu. La frappe de ce poing fermé et endurci lui fit l'effet d'un véritable coup de marteau au visage. Jamais il n'avait été frappé comme ça. Il recula, encaissant un nouveau coup. Il sentit sa tête partir sur le côté et son corps être balancé en arrière, comme s'il ne lui appartenait plus. Il tomba à la renverse, déjà sonné par les puissants assauts de cet adversaire à la force invraisemblable. Il cracha au sol alors que déjà sa bouche se remplissait de sang, et se releva péniblement sous l'hilarité du pillard. « Mais contre quel genre de gonzesse tu t'es battu dans l'arène » nargua Karl. « T'as vraiment cru pouvoir être des nôtres ? Regarde-toi, tu serais même pas capable d'avoir le dessus sur un putain de chat errant !» Morgan se releva soudainement en hurlant de colère alors que le pillard ne comprenait pas le brusque changement d'attitude de son adversaire. Il frappa, mais point serré esquiva, se colla au corps à corps avec une vitesse folle et décocha un violent uppercut au géant, suivi de 2 crochets, alors que l'autre ne bronchait pas. Karl para une 4e attaque, empoigna Morgan par le col et lui envoya un puissant coup de boule. Le nez déjà cassé de la victime explosa dans une gerbe de sang, lui arrachant un cri de douleur interrompu par un nouveau coup de poing d'une force inouïe. Sous l'effet du choc et de la souffrance, Morgan fut incapable de se défendre lorsque l'autre guerrier le souleva du sol et le projeta en arrière. Le vaincu s'écrasa lamentablement sur le sable, le visage couvert de sang. Péniblement, il essaya de se relever, mais fut surpris par une violente quinte d'une toux sanglante alors que sa vue se troublait déjà. Il s'essuya la bouche et se redressa. Il se mit une dernière fois en garde alors que l'autre avançait vers lui sans se protéger. Une fois à bonne distance, Morgan se jeta sur son adversaire, l'empoignant et le poussant pour tenter de le faire tomber. Mais l'autre prit très vite le dessus et fit chuter point serré. Mais le patrouilleur s'agrippa fermement, entraînant le pillard avec lui jusqu'au sol. Les 2 hommes luttèrent, mais Karl fut une fois de plus le plus fort. Il coinça point serré sous lui, assis à califourchon sur le vaincu. Le pillard n'avait plus qu'à rouler de coups cet adversaire sans défense jusqu'à le tuer, et il le savait. Mais au lieu de supplier, au lieu d'afficher un visage terrifié ou même défiant la mort, celui-là lui souriait. Karl n'eut pas le temps de donner un premier coup de poing, encore moins celui de comprendre que s'il pensait être le prédateur, il était en réalité une proie tombée exactement là où le chasseur voulait qu'elle soit. Les cuisses de Morgan se serrèrent, bloquant Karl à la taille pour l'empêcher de bouger, alors que ses mains l'agrippèrent par le col. Dans un mouvement aussi brusque que soudain, Point Serré utilisa autant la force de ses bras que celle de ses jambes pour tirer son adversaire à lui et plonger sa tête dans la gorge du pillard qui n'eut pas le temps de réagir. Karl poussa un hurlement strident lorsque les dents de celui qu'il pensait avoir vaincu se refermèrent sur son cou, pénétrant sa chair, s'enfonçant jusqu'à sa carotide. Il paniqua, frappa la tête de Morgan pour le faire lâcher prise, mais l'autre ne bronchait pas et continuait de resserrer sa morsure alors que du sang coulait dans sa bouche. Finalement, Karl s'appuya sur le sol pour se redresser et se dégager d'un coup sec, mais ce faisant, il arracha lui-même un lambeau de chair et quelques morceaux d'artère restés dans la bouche sanguinolente de Point Serré. Il poussa un nouveau hurlement alors que du sang était expulsé de sa blessure. On pouvait voir de petits morceaux des veines déchirées par la morsure s'échapper par la plaie et gigoter sous la pression des gestes sanglants. L'étreinte des jambes de son adversaire cessa, et il se jeta sur le côté dans un ultime réflexe de fuite. Il tenta vainement de comprimer la blessure, comprenant finalement que rien ne le sauverait, qu'il allait mourir saigné comme un porc après une vie de saccage et de sadisme. Morgan se redressa doucement, et cracha au sol la bouchée sanguinolente arrachée à l'ennemi. Il avança vers l'un des murs qui composaient la ruine et s'assit par terre, adossé aux vestiges de l'ancien temps, et essuya son visage couvert de sang. Il prit longuement le temps d'observer le meurtrier de boiteux fuir en rampant lamentablement dans une boue de sable qui prenait la couleur de l'hémoglobine. Et alors qu'il profitait de ce spectacle qu'il avait tant attendu, patientant pour qu'enfin l'homme qui lui avait pris son seul ami finisse par crever, son visage n'affichait plus ni colère, ni joie, ni pitié. Il était froid et impassible. Fin du chapitre 5.